Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités pour un épisode sur SIM3. Ces deux invités sont Marc-Frédéric Gomes, bonjour. Bonjour. Et Olivier Calef, bonjour. Bonjour. Alors Marc-Frédéric, les auditeurs te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux te présenter avec ta casquette d'invité ? Alors, en tant qu'invité, je représente le CERT d'une grande institution financière. Et Olivier, qui es-tu ? Donc, je m'appelle Olivier Calef. Je travaille actuellement chez Verium. Je travaille sur les aspects de gestion de crise, de cyber-résilience. Et à côté de ça, je suis formateur SIM3, auditeur SIM3 et utilisateur de SIM3 depuis de nombreuses années. Et les contributeurs No Limit Sécu pour cet épisode sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Hervé Schoer. Bonjour à tous. Alors Olivier, SIM3, qu'est-ce que c'est ? On va commencer par la définition. Le sigle SIM3, ça veut dire Security Incident Management Maturity Model. Donc SIM3. Donc ça consiste tout simplement à essayer de mettre en place un modèle d'évaluation pour les équipes CCERT ou CERT, de façon à voir si elles sont bien organisées et si elles ont atteint donc un niveau de maturité qui leur permet d'être efficaces et efficientes dans leurs activités. SIM3, c'est quelque chose qui permet de certifier les CCIRT en quelque sorte ? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est pas simplement la certification. On peut s'en servir pour définir un chemin d'amélioration. On peut s'en servir pour effectivement avoir un certain niveau de maturité qui est reconnu, et c'est ce qu'on trouve dans le cadre de certains groupements ou associations de CCIRT. On peut parler de la TFC CIRT en Europe, on peut parler de la NCA au Japon, on peut parler de l'Intercert en France ou voire du FIRST. C'est un référentiel qui est publié sur Internet ? Tout à fait, c'est un référentiel qui est dans le domaine public, qui existe depuis le début des années 2010. Donc vous aurez le lien dans les notes de cet épisode. Mais il se compose de plusieurs catégories de paramètres, des familles de paramètres qui sont orientés sur les aspects d'organisation, les aspects humains, les aspects d'outillage et les aspects de process pour ce CCIRT. Donc il ne s'agit pas du tout de savoir ou d'évaluer si les personnes qui sont dans ce CCIRT sont compétentes, sont capables d'avoir des activités très très pointues. Il s'agit beaucoup plus, encore une fois, de travailler sur les aspects d'organisation et voir si finalement cette organisation, ce CCIRT, a des bonnes procédures et que c'est pas, je dirais, on ne se repose pas simplement sur les personnes pour faire du traitement de l'incident, de la réponse à l'incident, de la veille ou autre. Qui maintient ce référentiel ? C'est une fondation, c'est une association, c'est un groupement professionnel, c'est un gouvernement, c'est... Alors, c'est là ce qu'on appelle l'Open CCIRT Foundation. Donc, c'est une association de droit néerlandais qui a été montée il y a un certain nombre d'années et qui a pour justement vocation de faire vivre ce modèle et de le faire reconnaître et utiliser par les différentes associations de CCIRT de par le monde. Donc c'est une association à but non lucratif qui finalement est très centrée autour de ce modèle SIM3. Il faut voir aussi en complément que les fondateurs de l'Open CCIRT Foundation, ce sont des gens qui ont commencé la réponse à incident dans les années 90, début 2000. Donc ils ont une très forte expérience, ils ont une légitimité, ils interviennent à travers les différentes associations que Olivier a mentionnées. Et ce que je mettrais en complément sur vraiment le but de SIM3, c'est d'apporter un fil rouge à tout responsable qui doit monter une équipe de réponse à incident. Un des avantages énormes, c'est que vous partez de zéro, vous avez une feuille blanche, et en suivant ce modèle, vous allez permettre d'avoir l'organisation, les process qui sont aussi importants que l'organisation, et l'outillage viendra en dernier. Avec, par exemple, quand on parle d'outillage, il y a aussi l'aspect qualitatif. Quand on va répondre à un incident, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect qui va répondre au client, puis après, il y a l'aspect, le retour du client par rapport à l'incident.
Donc tout ceci est très bien documenté et c'est vraiment un vrai plaisir quand on démarre une activité de réponse à incident ou au contraire quand on veut l'apporter, quand on veut aussi argumenter sur les aspects budgétaires. Parce que c'est un des avantages, c'est plutôt que de dire j'ai besoin d'avoir des serveurs, j'ai besoin d'avoir tel outillage sur de la CTI, je veux faire du forensic, etc. Avec ce niveau de maturité, vous allez pouvoir exposer auprès de votre hiérarchie comme auprès de vos clients. Là-dessus, on est bon. Ou là-dessus, on est un peu moins bon parce qu'il nous faut mettre un peu plus de budget, mettre de l'investissement. Et ça permet aussi de ne pas oublier, par exemple, quelque chose sur l'humain. On ne qualifie pas les gens. Par contre, on n'oublie pas le plan de formation. C'est un des exemples qu'il y a dans SIM 3. Le fait d'avoir de la formation, le fait de participer à des conférences, ça fait partie d'un niveau de maturité que doit avoir une équipe de réponse à incident. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement quand on parle technique. On dit voilà, je monte un CERT ou un CCERT et je dis que je fais de la réponse à incident. On oublie parfois un peu trop rapidement. Il faut de la formation sur les gens. Il faut participer à des conférences parce que c'est un échange avec les pairs. Et un des avantages de SIM 3, c'est aussi d'avoir un langage commun, de dire t'en es où sur ta résilience? Est-ce que tu as eu un mandat de la part de ton entreprise ou de tes clients? Est-ce que ce mandat te couvre sur toutes les missions que tu proposes? Et c'est assez intéressant parce qu'il y a parfois des choses qui sont assez basiques. On se dit mais ça, en fait, je l'ai pas. J'ai pas le mandat de tel client qui se situe sur tel pays où je veux récupérer par exemple de la fuite de données. Je vais récupérer un leak qui m'appartient pas. Est-ce que je peux? J'ai le droit, etc. Et tout ça grâce à SIM 3, vous commencez à construire votre CCIRT. Votre CERT pour être exact. Mais avec Olivier, on a un petit défi sur CCIRT, CERT. Oui, on a pris l'habitude d'utiliser CCIRT de l'époque où CERT était une marque déposée. Oui, avant TFC CIRT, c'est très ancien parce qu'avant il y avait Terena et encore avant il y avait RAR, Réseau associé de la recherche européenne, et c'était la première organisation qui réunissait la réponse à incident. Donc on est effectivement en 1990. Alors ça peut paraître incroyable à nos petits jeunes, mais oui, depuis 1990, la réponse à incident est organisée au niveau européen et vos serviteurs y étaient depuis cette époque-là. Ah, mais Hervé, on sait tous que tu es intervenu sur le virus Michelangelo en 1991. Arrête. Bon, et alors, il y a combien de niveaux de maturité dans SIM 3 ? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Au sein de SIM 3 lui-même, on va dire qu'il y a 4 niveaux de maturité. Par contre, de façon globale pour le standard, ça peut être interprété de façon différente et les associations vont mettre leur propre niveau. Par exemple, lorsqu'on regarde la TFC CIRT au niveau européen, on a le premier niveau, on parle pas du tout de SIM 3, le deuxième, c'est tout ce qui est la partie accréditation, par exemple. Par contre, lorsqu'on va vouloir avoir une certification SIM 3, là, on va effectivement devoir respecter des niveaux minimaux pour les différents paramètres de SIM 3. Donc, on va avoir comme ça des modèles. Si on s'intéresse, par exemple, au CCIRT Network au niveau européen, donc ça, c'est des choses sur lesquelles l'ENISA a travaillé et auxquelles j'ai contribué avec Don Stickworth, qui est un des pionniers dans le domaine des CCIRT aussi. Eh bien, là, on a défini 3 niveaux. Un niveau basique, un niveau intermédiaire et puis un niveau avancé. Donc en fait, ce modèle SIM 3, il va s'appuyer aussi sur des ABAC où on va définir quels est les attendus pour avoir tel ou tel niveau. Voilà. Mais si on regarde pour chacun des paramètres, on a bien quatre niveaux où on va devoir, en fonction de notre maturité, eh bien on va pouvoir avoir des notes. Alors, en rentrant dans le détail un tout petit peu, et pour faire simple, je dirais que, bien entendu, avec un certain nombre de paramètres sur lesquels auxquels on ne répond pas du tout, eh bien, on aura un niveau de 0. Le premier niveau, ça sera des choses qui seront implicites, par exemple des procédures qui existent de façon implicite. Donc, on peut considérer une autre façon de s'exprimer, c'est de dire, voilà, c'est quelque chose qui est de la nature bouche à oreille. Between the ears, comme on dit en anglais. Et puis, on va après avoir un deuxième niveau où il s'agira de définir si c'est explicite. Et donc, si par exemple, ça a été écrit quelque part, les procédures ont été écrites. Par contre, elles n'ont pas forcément été formalisées. Et justement, le fait que ça soit écrit et que ça soit formalisé et que ça soit, par exemple, validé par une autorité qui peut être le responsable du CCIRT, eh bien là, ça nous permettra d'avoir un niveau 3.
Et puis le dernier niveau, le niveau 4, c'est lorsque non seulement les procédures seront définies, seront validées, mais qu'en plus elles seront auditées, et auditées de façon régulière ou auditées par une instance supérieure au CCIRT. Donc voilà un petit peu les différents niveaux qu'on peut trouver pour chacun des paramètres. Il n'y a pas d'amélioration continue dans le niveau 4 ? Alors bien entendu, si, quand je parle d'évaluation. Donc c'est audité, voilà, et on tient compte des résultats de l'audit pour s'améliorer. C'est quelque chose qu'il faut aussi voir. Au départ, le SIM3 est vraiment fait pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, donc chacun peut s'auto-auditer. Donc quand on va faire des audits avec Olivier en tant qu'auditeur, par défaut, les gens sont super optimistes. C'est-à-dire que quand tu parles, par exemple, est-ce que votre accès Internet est résilient ? Il y en a, ils vont dire, j'ai pris un abonnement chez un grand fournisseur télécom, j'ai un contrat SLA, je considère qu'il est résilient. Est-ce que quelqu'un a validé au-dessus de vous que cet accès est résilient ? Est-ce que vous avez un deuxième accès en cas de coupure, etc. Et on découvre que très rapidement, la personne avait mis 4, voire 3 partout. Et au fur et à mesure que tu vas creuser, que tu vas le mettre devant ces contradictions, c'est parce que ce sont juste des contradictions, ben il se rend compte qu'en fin de compte, il a un simple accès Internet, et puis il est en niveau 1. Oui, bah ça, c'est la base, oui. C'est la base, et c'est là que c'est important. Il faut savoir que les audits SIM3, ce sont des audits qui durent quelques jours, mais qui ont un avantage énorme, c'est qu'ils vont permettre aussi d'appuyer l'argumentation budgétaire. Et quand on est responsable de CCIRT ou de CERT, il y a quand même quelque chose qu'on doit à chaque fois mettre en avant, c'est j'ai besoin de tel budget pour faire telle chose. Et là, il y a un avantage énorme. Si vous allez voir directement votre management, j'ai besoin d'un second accès pour avoir de la résilience Internet, c'est pas quelque chose qui va être très sensible au départ. Et le niveau obtenu, est-ce qu'il sert aux agences de notation ? Par exemple, quand une agence de notation va noter un grand compte, est-ce que le niveau de certification de son centre de réponse aux incidents est un paramètre qui est utilisé ? Agence de notation, non. Régulateur, oui. Dans le cas d'audit du type la Banque Centrale Européenne, ils prennent en compte. Dans le cas de la Fed, ils prennent en compte. Dans le domaine où j'interviens et où ils nous regardent, ils disent « Ok, vous avez fait un audit SIM3, vous avez eu des auditeurs extérieurs qui sont venus, donc ils vont regarder. Après, il y a d'autres compléments. Il y a aussi la NSSI qui a sorti une qualification qui s'appelle PRIS, qui est un excellent complément une fois qu'on a atteint le bon niveau de maturité sur SIM3. Mais ça sera un autre épisode de No Limit Sécu. Et toi, par exemple, quand tu interviens en tant qu'auditeur, c'est à quel titre ? Parce que est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'accréditation au sein de l'Open CCIRT Foundation pour pouvoir auditer, ou est-ce que c'est... Tu passes une formation avec un examen. Donc, c'est un examen écrit à l'ancienne, papier, crayon. C'est assez déstabilisant parce qu'on est habitué à faire du QCM aujourd'hui. Et on te présente pendant plusieurs jours, ça a duré 4 jours avec l'examen inclus. Et on te présente tous les paramètres de la certification. Qu'est-ce que tu dois prendre en compte ? Qu'est-ce que tu dois pas, ou tu dois pas te laisser embarquer, etc. C'est vraiment un boulot d'auditeur. Exactement. Et ce que je rajouterais, c'est que, comme en tant que formateur, on injecte aussi au-dessus des slides notre vécu et notre expérience pour réaliser ces évaluations ou ces audits. Ce qui veut dire qu'on va donner des exemples concrets aux personnes qui suivent la formation. Alors, et on fait des petits cas d'école pour justement en leur disant, voilà, vous avez telle situation. À votre avis, comment est-ce que vous évaluez ? Et on discute de ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis telle ou telle note ? Lorsque vous voyez tel point ou telle procédure, est-ce que vous considérez que c'est bien ou que c'est pas suffisant ? Et ça, on peut le faire sur les différents paramètres. Donc, il n'y a pas forcément une bonne réponse. Il faut surtout voir la façon dont, par exemple, ça a été implémenté et dont c'est validé par les instances d'entités dont fait partie le CCIRT. Moi, auditeur de Limite Sécu, je voudrais faire valider par quelqu'un que j'ai atteint le niveau de maturité 3. À qui je téléphone ? Ou à qui je faxe pour prendre... Si vous êtes encore au papier-crayon, vous avez peut-être ces technologies. Nous ne sommes pas au papier-crayon, nous sommes au pager. J'aimerais que tu apprécies, s'il te plaît, cette technologie. Donc, tu vas envoyer un SMS via un pager. Non, tu envoies un email sur l'Open CCIRT Foundation. Et tu as des auditeurs qui sont qui travaillent sur pratiquement toutes les langues connues. Donc, tu vas avoir des auditeurs japonais, français, anglais, américains,
Et on te répondra et on te proposera une date et on verra avec toi. Déjà, tu feras ta propre auto-maturité, c'est ce qu'on appelle l'auto-self-assessment. Et après, les personnes interviennent. Et ayant subi cet audit, au début, on sortait, nous, des audits PCI DSS, donc on était un peu rodés sur le sujet. Et c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que l'auditeur vient, tu racontes comment tu as fait ton self-assessment. Derrière, tu vas avoir la preuve. OK, tu me dis que tu as fait ça. Donc, est-ce que tu as le process? Donc, le process doit être écrit. Est-ce que tu as le compte-rendu fait par ton management sur tel process qu'il a bien été validé, soit par de l'inspection interne ou autre? C'est-à-dire que tout ce que tu dis, ça doit être écrit. Tout ce qui est écrit, tu dois le faire. Et c'est valable ça va jusqu'au plan de formation. Quand tu dis que tu as tel plan de formation avec tes collaborateurs, tes collaborateurs, tu dois sortir les plans de formation, quel que soit le sujet, pour bien montrer que le plan existe, que c'est prévu. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et si je dois donner un retour d'expérience pour conclure, nous, avant de faire venir les auditeurs, on a bossé comme vraiment des fous furieux pendant 2 ans. Parce qu'on avait besoin d'avoir ce niveau de maturité. On s'est dit, il faut qu'on y arrive. Et la première fois, quand on a fait le self-assessment, on était à 4 partout. Bon, après, on est revenu un peu sur Terre. Et on est passé de 4 à 1, voire 0. Parce qu'on s'est rendu compte que, non, en fin de compte, on n'a pas tel paramètre. Par exemple, la messagerie, vu qu'on était sur des systèmes B-Site, etc., on s'est dit, ouais, c'est bon, on est couvert. Et on a constaté qu'au niveau de la résilience par rapport aux infrastructures du CERT, non, on était sur un monosite. Voilà, c'est des petites choses. Voilà, c'est des petits points qui font que quand les auditeurs viennent, on a un peu transpiré. C'est-à-dire qu'on a beau réserver une salle, leur mettre le café, croissant et les petits coussins, on a souffert. Je pense qu'il y a un mot qui est quand même important, c'est le mot d'auto-évaluation. On ne va pas téléphoner, on va pas prendre contact directement avec l'OpenCCIRT Foundation pour se faire évaluer ou de se faire auditer comme ça. Il faut forcément qu'en amont, vous auto-évaluiez. Donc, quand vous allez sur openccrt.org, vous trouvez l'outil dynamique qui permet de répondre aux différentes questions et de s'auto-évaluer, ce qui permet d'avoir un diagramme radar. Et on peut aussi comparer son niveau atteint par rapport à différents profils. Ça peut être le profil du FIRT, ça peut être le profil de l'ENISA et du CCIRT Network en basique, intermédiaire ou avancé, ou ça peut être le profil de la Trusted Information au niveau européen, enfin de la TFC-CIRT, au niveau certification. Donc ça vous permet quand même déjà de voir où est-ce que vous en êtes. Après, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est comment est-ce que vous faites vraiment cette évaluation entre un niveau 2, 3 ou 4. Alors, comme je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, c'est des choses qui se comprennent assez bien, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression, on souhaiterait avoir des 4 partout et d'être parfait, alors que de toute façon, c'est relativement irréaliste. Et lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va venir évaluer ou auditer votre CCIRT, il va vous dire, écoutez, là, c'est un peu trop optimiste et c'est pas réaliste, et vous allez automatiquement redescendre. Donc le mieux, c'est quand même que de faire cette première auto-évaluation pour, je dirais, de façon un peu empirique dans un premier temps, mais vous évaluer et avoir une évaluation qui soit juste et qui soit correcte. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous voulez rentrer à l'Intercert France, par exemple, on ne vous demande pas d'être parfait partout. On vous demande d'avoir un certain niveau. Et encore une fois, il vaut mieux avoir un niveau qui soit évalué de façon objective plutôt que de prétendre être bon partout. Et lorsque vous allez rentrer dans la communauté, on va se rendre compte que vous avez un peu gonflé les pectoraux et que c'est pas justifié. On a eu le cas sur un audit que j'ai fait. Et on parlait de la résilience du système de messagerie. Donc, ils étaient extrêmement fiers de nous montrer des notes entre 3 et 4 partout. Puis je dis, bon, OK, vous avez un système de messagerie avec vos clients. C'est de la messagerie traditionnelle, donc avec un client mail, de la Outlook en bonne et due forme. Et on dit, si votre système de messagerie ne fonctionne plus, vous avez prévu quoi? Quelque chose de simple, c'est juste comment vous regardez le contact avec vos clients. Et la réponse au début a été surprenante. C'est, on a un groupe Signal. Je dis, OK, pourquoi pas, ça peut être... Mais tous vos clients sont sur le groupe Signal? Ah non, juste les analyses du CCIRT. Et là, il y a la mauvaise interprétation. Ils pensaient que le fait qu'ils gardaient un contact entre analystes, mais plus avec les clients, ils avaient un système résilient par rapport à leur mission de réponse à incident. Bon, ils sont passés de 3 à 0.
Et ils ont compris, quoi. Mais voilà, c'est le côté où c'est un peu rude, c'est de dire, bah voilà, t'as un système de messagerie instantané pour parler à l'ancienne, mais c'est pas un système de messagerie pour discuter avec tes clients, où ça va être compliqué de dire à tes clients que t'es sur Signal, voilà, etc., etc. Donc ça fait partie des petites choses. Quand on fait l'auto-évaluation, c'est vrai c'est peut-être un peu de répète, mais on a vraiment un côté optimiste. Et puis très rapidement, on se rend compte que non, faut bosser un peu. Il faut une infrastructure dans un CCIRT. Il faut des processus et il faut des personnes qui suivent ces processus. Ce qu'on peut faire, c'est donner peut-être quelques exemples. Tout à l'heure, je parlais des 4 domaines. Dans le domaine de l'organisation, par exemple, parmi les premiers paramètres à déterminer, on va voir si on est correctement configuré ou pas. C'est par exemple les aspects qui vont concerner le mandat. Est-ce que vous avez un mandat qui est clair pour votre CCIRT? Alors, si vous avez démarré votre CCIRT comme ça dans votre coin ou au sein de l'équipe informatique, il va s'agir de savoir s'il est reconnu par l'entité en interne ou si c'est évalué. Là, on peut pas dire qu'on est à 4, même si vous pensez que vous avez très bien défini votre mandat. Même chose au niveau du périmètre, même chose au niveau des services que vous allez offrir. Quel est le niveau de service que vous allez offrir à vos constituants? Justement, ces constituants, est-ce qu'ils sont bien déterminés ou pas? Dans certains grands groupes où vous avez des filiales, vous avez des joint ventures, c'est pas toujours évident de bien définir quel est ce périmètre. D'autres problématiques dans la partie organisationnelle, c'est en termes de classification des incidents, qu'est-ce que vous utilisez? Comment est-ce que vous interagissez avec d'autres CCIRT, éventuellement avec les SOC que vous pouvez avoir en interne? La deuxième famille de paramètres, c'est les paramètres humains. Ça commence. Est-ce que vous avez un code de conduite? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Est-ce que vous avez une certaine éthique? Alors tout le monde va dire oui, bien entendu, parce qu'on fait de la sécurité, etc. Mais nous, quand on vient faire une évaluation, la question c'est mais qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve? Est-ce que cette charte, si elle existe, elle a bien été signée? Il y a effectivement, comme disait Marc-Frédéric tout à l'heure, les aspects de formation, aussi bien en interne qu'en externe. En termes d'organisation et de côté humain, il y a aussi la résilience du personnel. Dans certains cas, vous devez travailler de longues heures par équipe. Comment est-ce que tout ça s'organise? Même chose si vous travaillez en H24, 7 jours sur 7. Au niveau outillage, on va pas s'intéresser à, est-ce que vous maîtrisez ou pas les outils dans différents secteurs de la cybersécurité. Ça sera beaucoup plus, par exemple, est-ce que si vous faites de la veille, est-ce que vous avez une liste avec une bonne évaluation de vos différentes sources? Ah, tu nous avais tué là-dessus. Quand tu nous l'as... Alors là, tu pleures. Parce que ça, quand au début, on a eu la liste à faire, ça, c'est du rétex pur et dur. On s'est dit, ouais, facile, on va sortir le truc. Et non, on veut le détail complet et le niveau de maturité de chaque liste. Et là, tu pleures parce qu'on a certains fournisseurs de CTI, c'est plusieurs centaines de milliers de sources. Et là, tu te dis, non, c'est une blague. Et ce jour-là, l'auditeur, tu lui fais une popée vaudou à son effigie. Donc, je confirme, on a vraiment pensé à tuer l'auditeur. Les auditeurs qui étaient présents. Si tu veux le méta-rétex du rétex, tu mets 100 000 chiffres au hasard et l'auditeur, il n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Ouais, non. Alors, la chose qu'il faut voir, c'est que les auditeurs qui viennent sur du SIM3, ce sont des gens qui font de la réponse à incident. Ça va changer des consultants et des rois de la turlute. On est sur des gens qui connaissent le métier, donc on peut pas trop raconter ça, on peut pas s'éloigner de beaucoup. Et une des difficultés qu'Olivier a bien montré quand on parlait du code éthique, dans tous les grands groupes, on a des codes de bonne conduite, à la charte informatique, tu as plein de choses. Mais par rapport au code éthique qu'on attend d'une équipe de réponse à incident et dans le domaine de la TF6 CERT, on s'est rendu compte qu'il a fallu écrire un code éthique pour le CERT. Et ça, c'était pas évident à faire passer au niveau juridique parce qu'on rajoutait, donc il a fallu valider par le juridique au sein d'un grand groupe. Et comme pareil, la consultancy, quand Olivier disait vous avez des filiales, des sous-filiales. Par défaut, on savait qu'on avait on a pratiquement une centaine de filiales, mais il y avait des joint ventures qui étaient on le sait, nous, que c'est par défaut qu'elles sont dedans. Et quand on a cherché la trace écrite, comme quoi on assurait le service pour ces entreprises, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'écrit, il n'y avait pas grand-chose. On a trouvé des vieux documents d'une dizaine d'années.
Et il a fallu remettre tout ça à jour, donc repasser par des comités, etc. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts et juste en disant il y a qu'à Faucon. Si vous êtes un CCIRT ou un CERT d'une grande entreprise, c'est pas un exercice qui se fait en 10 minutes. Alors justement, il faut aussi bien voir que ce n'est pas que pour les grands CCIRT qui existent depuis longtemps. On se sert aussi de ce modèle-là pour justement faire grandir ou pour créer des CCIRT. C'est un peu ce que disait Marc-Frédéric tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la création de CCIRT dans des pays éloignés, dans le cadre d'une ONG, où on s'est servi de ça pour partir de rien et constituer le CCIRT national du pays. Donc en fait, on s'est appuyé là-dessus pour mettre des jalons et créer finalement un chemin d'amélioration en disant, ben voilà, au bout d'un an, il faudrait que vous ayez tel niveau sur tel ensemble de paramètres SIM3 qui permettra de dire déjà, ben voilà, on a commencé à constituer quelque chose. Alors, on n'est pas parfait partout, bien entendu, on vient de démarrer, mais au moins, on a défini ce premier palier qu'on va devoir atteindre. Et puis, l'année prochaine, il y aura un deuxième palier. Et là, on revient sur l'aspect budgétaire. Créer et constituer un CCIRT, c'est pas simplement mettre des milliers ou des centaines de milliers d'euros sur la table et prendre du monde en disant bah voilà, on va faire une super équipe et puis ça ira bien. C'est vraiment construire un environnement de travail avec des procédures. Mais ces procédures, elles sont pas forcément parfaites du premier coup. Et donc, on va comme ça graduellement nous améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, ça peut très bien être, encore une fois, une aide pour la constitution et pour l'amélioration de votre CCIRT. Et donc, tout à fait applicable pour des petites entités. On a des entités, lors de la formation auditeur, j'avais des entités de CERT nationaux d'Afrique du Sud, qui est à côté de l'Afrique du Sud, voilà, pour ne pas les nommer. Ils n'étaient que 3 personnes. Et ils avaient très très peu de moyens, mais SIM3 leur a permis de justifier auprès de leur autorité, voilà ce qu'on veut faire. Et ils avaient pris qu'une seule mission au départ, ils allaient traiter que le phishing. Et ils ont commencé par là. Ils disaient, on peut pas tout faire, on n'a pas de reverse malware, c'est pas on n'est pas prêt. Mais on n'a pas les moyens pour le faire. Donc ils ont commencé par cette partie-là. Et petit à petit, ils ont atteint un niveau de maturité qui est assez enviable pour beaucoup de ces CERT occidentaux, alors qu'ils ne sont que 3. Et vraiment très très peu de moyens techniques. Alors donc on a compris qu'on pouvait être gros, petit, national ou commercial, mais est-ce qu'il y a une différence entre les CCIRT internes et les CCIRT commerciaux, entre guillemets, qui vendent la prestation de service? Parce que le P10, aujourd'hui en France, ça s'applique essentiellement à des entités qui vendent du conseil ou de la prestation. Pour moi, je ne vois pas de différence au niveau SIM3. Encore une fois, je m'intéresse finalement pas tellement à l'activité ou au périmètre qui sera couvert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si justement ce périmètre est bien défini. Ça, c'est un point qui est important. C'est finalement ce que je vais évaluer dans le cadre de SIM3. Mais que ton périmètre, ça soit une petite entreprise et des clients, ou que ça soit différentes filiales au sein d'un groupe, moi, ça m'est égal. Ce que je veux simplement, c'est que ce périmètre soit bien défini. Ça, je vais le noter effectivement. Il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que quand tu travailles avec d'autres entités, quand tu as un niveau de maturité, parce que c'est public, il n'y a rien de secret quand tu fais du SIM3, ça permet aussi, quand tu discutes avec certains CERT et CCIRT qui ont un niveau de maturité élevé, ils sont au courant que tu es en capacité aussi à traiter l'incident avec eux. Ça ne fait pas tout le job, mais ça aide énormément. C'est un peu ta carte de visite. C'est un peu mieux qu'une certification individuelle ou autre. Mais est-ce que tu veux dire que la liste des audités, des certifiés est publique ou est-ce que... Bien sûr, tu vas sur la liste de la TFC CERT et tu as une liste qui est publique et tu sais qui a été accrédité, qui a été certifié. Et ça permet... Alors, ça ne sert pas à vendre plus cher une prestation. Là, je suis désolé pour tous nos auditeurs qui sont en ESN et qui pensaient pouvoir vendre des millions d'euros leurs prestations de cybersécurité. Ça permet de rassurer un client ou une entité cliente que son équipe de réponse à incident a fait le minimum syndical pour répondre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et depuis que nous, on a travaillé sur SIM3 et qu'on le présente à tous les comités, quel que soit le continent, quand vous ressortez du comité, ils savent que vous avez une équipe de réponse à incident qui va être en capacité à gérer la problématique. Ça ne va pas être fait à la Wesh Again sur un bureau avec un post-it, malgré qu'on aime bien les stylos et les cahiers. Ça se fait avec Excel, pas avec des post-it, la réponse à incident. Non, avec OneNote. Un point que tu viens d'évoquer justement qui est intéressant, c'est que
dans la mesure où un CSIRT ne sait pas traiter une problématique technique. S'il s'est associé ou s'il a un partenaire qui permet de réaliser cela, et ben très bien. Moi, ce que je vais surtout regarder, c'est quelle est la nature de la contractualisation qui peut exister et s'il est censé avoir un SLA de X heures, par exemple, eh bien, est-ce que ce prestataire, ce partenaire avec qui il a contractualisé, est-ce qu'il tient justement ce délai? Donc, on peut, dans certains cas, aller un petit peu au-delà. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on a mis dans le périmètre du CCIRT. Et puis, l'autre avantage du SIM3, c'est que ça te force à travailler, par exemple, sur tes RFC qui vont te permettre aussi de prévenir les autres équipes de réponse à incident avec qui tu vas interagir. Quel protocole de chiffrement tu utilises? Est-ce que tu fais du SMIME? Est-ce que tu fais du PGP? Est-ce que tu acceptes les messages en clair? Quels sont tes horaires d'ouverture? Une chose simple, ça peut sembler incroyable, mais il y a beaucoup de ces CERT nationaux qui travaillent du lundi au vendredi. Et le vendredi à 18h, tu ouvres un incident. Alors, il y a une pseudo-astreinte. Quand tu dis nationaux, enfin, moi j'interprète régionaux ou des CSIRT de petites entreprises. Non, de pays. Ah, mais de pays, mais pas en France. Ce sont des CERT de pays. C'est-à-dire que tu ouvres un incident en Ukraine sur le CERT ukrainien. Jusqu'au début de la guerre, ils étaient ouverts du lundi au vendredi, 18h. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut, et c'est ça l'avantage, quand tu sais que tu dois leur écrire, tu vas utiliser leur clé PGP publique, tu vas pouvoir faire ce genre de choses, tu n'es pas en difficulté. Alors que si tu n'as pas publié ce type d'informations, etc., quand tu es dans de la réponse à incident, quand je vois qu'il y a certaines sociétés spécialisées en cybersécurité qui t'écrivent avec un client Outlook en clair et qui t'envoient tout le dossier sur l'investigation à faire, tu fais ouais, c'est... En termes de sécurité, si vous pouviez comparer les exigences du niveau 4 de SIM3, donc la meilleure maturité, la partie exigence de sécurité pour le CSIRT lui-même, par rapport à ce que demande P10 et PRIS, par exemple, vous noteriez quoi comme différence? Pour moi, on n'est pas forcément au même niveau. Il y a d'autres périmètres. Par exemple, tu as le périmètre sûreté et diffusion restreinte qui va être sur les P10, PRIS, par exemple. Tu vas avoir le système physique. Il ne faut pas oublier que sur une qualification PRIS qui est plus proche pour celle pour les CERT, parce que P10 est plus réservé un peu plus au SOC, entre guillemets. C'est comme ça que nous, on l'a réparti. Et quand tu vois la répartition, je dis que SIM3, c'est les fondations. Et PRIS te permet d'atteindre le niveau de maturité absolue. C'est-à-dire que là, tu dépasses le Vatican, quoi. Tu es au niveau... Dieu à côté, il vient te voir, il te prend conseil, quoi. Oui, enfin, c'est que du bon sens qui est dedans. Il est un peu dur parce que dans PRIS va faire une chose que ne fait pas SIM3. Si on devrait comparer... C'est pas une comparaison, c'est plutôt un complément. PRIS va vraiment aller chercher la compétence des personnes. Tu as des profils, donc on va aller chercher cette compétence. Alors que dans le cas de SIM3, tu vas être sur un ensemble. Donc, si par exemple ton reversor malware est malade, bon, tu as une résilience ou pas. Alors que sur PRIS, on va aller évaluer la compétence de ton reversor malware. On va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va à un niveau, tu as l'examen individuel en plus de l'examen global qui va être fait sur l'aspect physique. Est-ce que tu as ta fameuse zone de diffusion restreinte? Est-ce que tu as des réseaux qui sont séparés? Comment tu vas gérer ton système de ticketing par rapport à PRIS? Je suis conscient qu'en matière de cloisonnement réseau, oui, PRIS, c'est un autre niveau. Nous, on est en train de passer cette étape-là. Si tu vois, c'est pour ça que je peux t'en parler assez ouvertement. On espère, qu'on a bien acquis SIM3. C'est ce qu'on espère, mais les auditeurs vont nous le redire parce qu'on se refait réauditer cette année. Et derrière, on est dans PRIS et on voit qu'on monte une marche. Mais c'est un effort qui est important, qui met les équipes sous pression parce que c'est pas qu'une qualification avec des QCM, c'est des entretiens individuels qui vont avoir lieu après des QCM qui ont eu lieu au départ. Et par rapport aux questions où tu t'es planté, c'est là-dessus qu'on t'attaque pendant tout le truc. Et là, tu transpires. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a un point qu'il ne faut pas négliger. Et pour donner une image, SIM3, c'est assez proche de la qualité, d'une évaluation de la qualité de tes process. Oui, c'est ce qu'on disait au début, en fait. C'est comme un PDCA sur un CSIRT. Oui, c'est pour tout à fait. On peut se rapprocher de ça, sachant qu'il y a des évolutions en cours de SIM3 pour justement aller d'un côté vers les SOC et de l'autre côté aller vers tout ce qui est gestion de crise.
Et donc là, vous devriez voir apparaître prochainement un certain nombre d'éléments sur la gestion de crise et SIM3. Je crois que vous avez bien vendu SIM3 à nos auditeurs. Ils vont immédiatement aller télécharger le jeu. Mais est-ce que l'un d'entre vous voudrait apporter le mot de la fin ? Écoutez, vous avez effectivement toutes les informations qui sont sur openccirc.org, aussi bien le modèle SIM3 que l'outil qui permet de faire son auto-évaluation. Vous verrez notamment, si vous faites cette auto-évaluation, vous pourrez vous comparer par rapport aux différents niveaux que j'évoquais tout à l'heure, au niveau du FIRST, au niveau des 3 niveaux de l'ENISA, au niveau de la certification, la certification pour l'accréditation au niveau TFC CIRT, et que lorsque vous regardez aussi, et si vous êtes français et que vous voulez rentrer au niveau de l'Intersart France, eh bien on vous demandera aussi de faire cette auto-évaluation. Donc je dirais effectivement une bonne façon de vous améliorer et aussi de vous comparer, de vous évaluer par rapport à des bons standards du marché. Je dirais en mot de la fin, si vous avez envie de découvrir SIM3, je le fais à titre perso. Moi, je suis prêt à vous aider, à accompagner. Donc, si vous êtes un CERT, vous avez envie de monter en compétences, je pourrais laisser une adresse email sur l'émission et pour vous aider. Parce que c'est vraiment un truc qui est hyper utile. Ça donne vraiment un niveau de maturité. Ça évite de voir les consufflants ou les boîtes de cybersécurité, ce que j'appelle en carton. Merci beaucoup, Marc-Frédéric. Merci beaucoup, Olivier. Tous les auditeurs vont se précipiter sur SIM3 et par la même occasion postuler pour travailler dans un CSIRT. Donc bravo à tous les deux. Merci infiniment pour tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.